Je sais, mesdames et messieurs, que vous attendez mercredi avec impatience et nous savons pourquoi, parce que mercredi, c'est Web Presse. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je suis entouré de 3 compétences de mon pays. Je suis avec Bienvenue Bakoumania du Potentiel. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Très heureuse d'être parmi nous. Je suis avec Gabi Kouba, journaliste indépendant. Bonjour Gabi. Bonjour Paulette. Et nous allons terminer évidemment par Israël Moutala, journaliste indépendant. Bonjour Israël. Bonjour Paul. Aujourd'hui, l'émission sera beaucoup plus économique parce que j'ai avec moi des compétences journalistiques en matière économique. Nous allons parler aujourd'hui, en tout cas, du cas Congo Airways. Nous allons parler aussi de la fraude à Loufou, dans la frontière du Bas-Congo, évidemment, du crash boursier en Chine qui a des répercussions. Nous allons terminer, bien sûr, avec quelques actualités politiques. Ça ne peut pas manquer. Nous allons parler un peu du Palou, ce qui se passe au sein du Palou, comme vous le savez. Face aux enjeux de l'heure, les partis politiques se positionnent, les alliances se font et se défont et se feront et se déferont dans l'avenir. Et évidemment, nous allons parler du livre de Ngoï Mulunda, qui était l'ancien président de la CENI, qui a dit qu'il dira sa vérité sur les élections de 2011. Bienvenue Bakoumania, comme vous le savez, plusieurs journaux parus à Kinshasa ont titré sur Congo Airways. Géopolis, le journal de notre excellent confrère Willy Kalinga, nous dit complot contre Congo Airways. La Prospérité nous dit avion de Congo Airways, Kinshasa dépêche des experts à Dublin. Voilà, la référence d'Ipakala nous dit le deuxième avion d'Airbus A320 saisi à Dublin. Alors la première question, Forum nous dit encore Congo Airways qui torpille les efforts du gouvernement. La question qu'on se pose par rapport à Congo Airways, est-ce que toutes les précautions n'étaient-elles pas prises pour assurer la venue de cette compagnie en République démocratique du Congo? Pourquoi maintenant il y a des bombes qui sortent de partout aujourd'hui? Merci d'abord pour l'invitation. Les précautions ont certainement été prises, mais ces gens qui ont des comptes à rendre avec la République, avec le gouvernement, ils ne dorment pas, ils s'informent. Ils s'informent. Donc on aurait mis cet avion dans les profondeurs des eaux de l'océan, il l'aurait répertorié, il aurait qu'est-ce que j'allais dire, il l'aurait vu. Donc c'est dire que ce qui se passe, c'est que à 2 volets. Premier volet, il y a des gens, moi je suis convaincu et je reste absolument convaincu que l'appel qui a servi à déterrer ces dossiers en Irlande est venu de Kinshasa. Et si j'accuse particulièrement les sociétés qui sont en situation de monopole, parce que j'ai des éléments objectifs qui me démontrent que ne peut faire cette affaire que celui qui a intérêt à ce que le monopole puisse continuer, puisse perdurer. Donc là, c'est la question à qui profitent les crimes. Donc les crimes profitent à quelqu'un, et suivez mon regard. Pourquoi est-ce que je le dis? Il n'y a pas longtemps, l'avion des lacs était en réparation, était en check-in en France, 6 mois durant. Ses amis n'ont pas vu qu'il y avait un avion de la République démocratique du Congo qu'on pouvait saisir. La République a des comptes à l'extérieur, beaucoup d'argent dans des comptes, dans des banques privées à l'extérieur, voire des banques publiques. Ses amis, il y a même un certain Ilunga Mukendi, ils n'ont pas vu ça. Curieusement, lorsqu'il y a un avion d'une nouvelle compagnie congolaise, c'est là que ses amis se découvrent qu'ils ont des créances sur la République démocratique du Congo et qu'il faille les récupérer. Donc, ça démontre, à mon sens, et là pour moi la conclusion elle est claire, qu'on veut clouer Congo Airways au sol. Et on veut clouer Congo Airways au sol. Pourquoi? Au propre comme au figuré. Parce que simplement, on ne voudrait pas qu'il y ait des concurrents. On voudrait nous fixer des prix suivant les humeurs du jour. Ça, c'est le premier volet de l'affaire. Deuxième volet, c'est le gouvernement. La République doit se dire que en matière, dans les affaires, comme disent les Quinois, ça ne paye pas. On est en situation d'un co. Les gouvernements qui se sont succédés dans notre pays, ils estiment que quand il y a une affaire, on peut chasser comme ça un investisseur sans conséquence. Et la liste, elle est longue, elle est même très longue des gens qui sont partis, qui ont été frustrés par la manière dont les contrats ont été résiliés unilatéralement par le gouvernement, usant de sa puissance publique. Alors qu'en affaires, le gouvernement est pris au même titre que les privés. C'est ce que nous devons intégrer. Mais aujourd'hui, on est rattrapé, le gouvernement est rattrapé,
C'est un dossier qui date de 1997. On a chassé des gens comme des malpropres qui avaient mis un peu d'argent. Mais évidemment, on n'a pas certifié la créance parce qu'il y a des difficultés. L'origine de la créance, elle est complètement douteuse. On ne l'a pas certifiée et ce qui fait que le gouvernement était hésitant. Mais il y a eu quand même des paiements, des décaissements de l'ordre de 1 million, si je ne me trompe pas, 1,5 million. Donc c'est dire que du côté du gouvernement, apprenez à redevenir sérieux. En matière d'affaires, on doit agir comme des privés. Et lorsque on s'engage comme privé, en tout cas, on doit éviter de frustrer les gens. User de la puissance publique et quoi qu'on ait gouvernement, nous pouvons tout nous permettre. Gabi Kouba, vous êtes spécialiste dans le monde minier. Ce dossier de Congo Airways est comment dire, en relation avec les mines, parce que le monsieur qu'on dit qu'il n'est pas du tout compatriote, et tout ça, mais il est congolais, américain d'origine congolaise, il a dit qu'il a le droit de saisir parce que l'État congolais lui doit de l'argent. C'est légal, c'est faisable? Oui, c'est pas parce qu'il est américain ou bien il est d'une autre nationalité qu'il ne peut pas revendiquer ses droits. Mais au moins, le gouvernement est tombé dans un piège. Lorsque vous signez les contrats avec les investisseurs, il faut savoir vérifier l'identité, les capacités financières et techniques des investisseurs. Et il faut qu'ils soient aussi en mesure de développer réellement des projets miniers. Lorsque Laurent Désiré Kabila est arrivé en 1997... C'est un contrat qui date de l'époque du maréchal Mobutu. Il l'avait annulé. Et en 2000, ce n'est pas pour autant que John Dormer et Jean Ilunga Mukendi avaient abandonné les dossiers. Ils ont rebondi encore en 2007, parce qu'en 2007, ça coïncide avec la révisitation des contrats miniers dits léonins. Et à cette époque, le gouvernement avait constaté également que les contrats n'ont pas été signés dans les normes. Donc on a dépossédé, on a confirmé la dépossession de ces deux concessions appartenant à la société Somenco LLC, qui appartient à John Dormer et à Jean Ilunga Mukendi. Mais le problème... C'était Mimenco LLC, oui. C'est Mimenco. Mimenco, voilà, je me disais bien. Mimenco LLC. Alors, le problème s'est posé à quel niveau? Et le gouvernement avait accepté. Parce que il fallait dédommager les deux opérateurs, oui, les deux personnes, ont saisi les centres internationaux des résolutions des différends relatifs aux investissements, qui est en quelque sorte une structure, un tribunal de la Banque mondiale. Et à cette époque-là, le gouvernement avait contesté la compétence de cette juridiction proche de la Banque mondiale et n'a pas comparu. Malheureusement, les deux sujets américains ont présenté le dossier auprès d'un tribunal américain et les juges avaient confirmé la sentence. Et le gouvernement a accepté de payer 11 millions de dollars, 11 millions 450 millions de dollars. Malheureusement, à cette époque, on n'avait pas payé la totalité. On avait payé 1 million 300 000 francs congolais. Donc, ce qui a donné, une dette de... oui, cela veut dire que si vous contestez la légalité de ces contrats et que vous acceptez vous acceptez de dédommager ces opérateurs, en quelque sorte, vous vous sentez coupable. Mais d'après les documents, les documents attestent que cette société n'avait pas signé un contrat clair. Il y avait un clair obscur avec la complicité de certains officiels congolais de l'époque qui voulaient avoir des intérêts et dans l'argent que la République devrait donner à ces deux opérateurs et dans ces dossiers en donnant par exemple des concessions aux autres. Et dès lors, les deux Américains, Ilunga Mukendi et Jean Dormer, n'ont jamais abandonné les dossiers. Et après quelques années, ils ont saisi aussi la justice belge pour qu'on saisisse le bien de l'ambassade de la République démocratique du Congo. Et là, le gouvernement a été un peu plus prudent et ils n'ont jamais obtenu gain de cause. Aujourd'hui, avec la situation des Congo Airways, donc les dossiers rebondis, ils sont toujours sur la piste. Et comme Bienvenue l'a dit, il y a des laboratoires obscurs ici qui sont à tout prix déterminés à faire du mal à la République. Mais pourvu que le gouvernement, parce que je suis le gouvernement a accepté de payer dans un bref délai le reste. Mais si vous estimez, parce qu'avec la révisitation des contrats miniers, on sait, beaucoup d'entreprises sont parties. Mais quand vous les faites, il faut les faire
clairement, conformément aux lois de la République. Il ne faut pas avancer d'un pied pour Israël Moutala, comme l'a si bien dit Gabi Kouba, bienvenue Bakoumane, est-ce qu'il y a des gens qui tirent les ficelles derrière ce dossier? Est-ce qu'on veut à tout prix faire de Congo Airways un morné? Moi, je ne vois pas ça de cet œil-là. Moi, je pense que l'action des avocats de Mimenko est une action tout à fait légitime, tout à fait légale. Et tous les moyens sont bons pour rentrer dans ses droits. Et il y a deux principes fondamentaux dans notre Constitution. Il y a le droit à la vie, mais il y a aussi justement, dans notre Constitution, on a consacré le respect de la propriété privée. Et donc, vous avez des gens qui ont mis leur argent, qui ont acheté des concessions minières. Ils avaient des titres. Ce n'est pas des fous, ce n'est pas des zinzins qui se réveillent un matin, qui prétendent avoir des droits sur des concessions qui ne leur appartenaient pas. Et je ne vois pas comment est-ce que Mouzé, en vertu de quel pouvoir, il pouvait leur déposséder de ce titre-là. Non. Voilà pourquoi nous disons aux autorités congolaises, on ne badine pas avec les lois de la République. On ne badine pas avec le roi de la République. Gabi évoque la question ici de la révisation des contrats miniers. Mais quelle était la valeur justement de la révisation des contrats miniers? Quelle était la valeur de ce forum? Ça s'est fait en 2007, cette révisation? Ça s'est fait en 2007. Mais quelle était la valeur? Donc ça veut dire que ce forum-là n'avait des valeurs que quand les deux parties se mettaient d'accord. Mais si une partie se sent lésée, elle n'avait qu'à recourir aux cours des tribunaux. Et vous comprenez bien que ces gens là-bas se sont sentis lésés par la révision des contrats miniers. Ils ont saisi une juridiction que la RDC justement a donné de droit. La CIRDI qu'a évoqué Gabi, elle est prévue parce que le code minier prévoit l'arbitrage. Et c'était une procédure pourquoi? Pour attirer les investisseurs par rapport justement à l'incurie de notre justice. Quelle est cette justice congolaise qui peut bloquer un avion de l'État ici pour désintéresser les créanciers? Vous voyez, vous, ici, quelqu'un qui détient une créance de 20 millions de dollars sur l'État, et puis il obtient une décision de justice ici pour qu'il se fasse payer, et que le juge prend une ordonnance, il cloue au sol un avion de l'État. C'est impensable. Voilà pourquoi la justice est sacrée. Et là, le choix de l'Irlande, pour moi, mais qu'est-ce que cet avion faisait d'abord en Irlande? Un check-up? Oui, justement, il était reconditionné, un contrôle technique. Et puis une peinture. Voilà, un avion d'occasion. On voulait... Oui, on le sait, Gabi, que ce sont des avions d'occasion. C'était un avion qui est là-bas pour être reconditionné. Et donc, voilà. Et donc, il n'y avait rien de honteux. Et voilà. Le gouvernement Matata hérite d'une situation de gouvernement précédent. Ça veut dire que, comme a dit Bienvenue ici, on a beaucoup de créances litigieuses, on a beaucoup de créances non litigieuses, notamment parce qu'il y a certaines créances qui ont été certifiées par la Banque mondiale après un travail qui a été fait par un cabinet d'audit international. Donc le stock même de la dette intérieure, c'est autour de 1,5 milliard ou 1,9 milliard, tout dépend du chiffre. Et donc, il y a des gens qui détiennent des créances valides au nom de l'État. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, ces gens là-bas, s'ils sont allés en Irlande, c'est parce que les juridictions anglo-saxonnes sont plus rigoureuses. Elles sont, comment dirais-je, ces procédures là-bas ont plus de succès dans les pays anglo-saxons que dans les pays francophones. Et donc voilà pourquoi la plupart des fonds vautours ou même des grands avocats en matière de récupération des créances désespérées, ce sont des cabinets anglo-saxons. Et donc quand ils ont eu vent que l'avion était à Londres, ils l'ont bloqué. Et là, le juge a trouvé que la créance était certaine, elle était valide, et il a bloqué justement l'aéronef. Bienvenue Bakou. Là ça nous prend maintenant le problème, ça relève en fait la problématique des dettes qu'a notre pays. On a l'impression qu'on se réveille un bon matin, on navigue à vue. Le pays, on ne sait pas quelle dette on a. On a l'impression que on gère le pays dans une opacité, vraiment, même l'opacité c'est petit. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des dettes partout de par le monde. Aujourd'hui, les gens se réveillent, on commence même à nous parler des fonds vautours qu'on ne connaissait pas. Vous qui êtes spécialiste dans le domaine économique, expliquez un peu à nos téléspectateurs, c'est quoi un fonds vautour et est-ce que vous avez un chiffre exact, Bienvenue Bakoumania, de la dette que peut avoir notre pays par rapport aux créanciers ou par rapport à la dette intérieure? Les chiffres, les Congolaises ne connaissent rien en fait dans la gestion de leur propre pays. Ou si c'est un secret d'État. En fait. Comme les Congolais aussi, hein. Pas seulement les Congolaises. Comme les Congolais, non. Il faut reconnaître que la gestion de l'État a connu une évolution positive hein, depuis un certain temps.
il faut être objectif et dire que depuis 2001, les choses sont revenues à flot. On était sous-sol avec dans la période Mobutu et les Kengo. Il faut citer les gens qui étaient de cette époque-là. Donc c'était vraiment une époque obscurantiste. On ne pouvait pas comprendre ce qui se passait dans la gestion de la chose publique. Mais depuis 2001, on est quand même revenu à la surface. On peut voir, la preuve c'est que cette créance n'était pas inconnue de l'État. C'est une créance connue. Okay. Il y a eu des discussions autour de cette créance. Mais ce qu'il faut déplorer ici, c'est beaucoup plus le fait, les chiffres, vous serez déçus, je n'ai pas les chiffres en tête. Je ne vais pas même approximativement. On est dans les 5 à 6 milliards. 5 à 6 milliards dettes officielles et privées ensemble. La dette intérieure, tout comme la dette intérieure. On est près de 6 milliards, tout au plus 6 milliards. Mais c'est dire que dans notre pays, on est habitué depuis un temps à croire qu'on peut tout se permettre. On peut tout se permettre, on peut ne même pas respecter les règles. C'est pourquoi vous voyez des gens, juste une parenthèse, des gens qui viennent et disent que non, on peut modifier la Constitution, on peut modifier l'article 220, ce n'est pas un problème. Donc les gens estiment que leurs sentiments, leur affectif, peut constituer la gestion, le mode de gestion de la chose publique. L'émotion est nègre. Et même là, ça ne se fait pas comme ça. La raison est Hélène. Oui, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Désormais, les gens qui négocient des contrats, ils doivent se dire qu'ils engagent l'avenir du pays. C'est pour des générations à venir. Mais souvent, il se crée des espaces de commission et ces espaces de commission vicient justement la suite. Parce que, admettons, je ne dis pas que c'était ça, mais je pense à un exemple. Mon ami Israël négocie un contrat avec un opérateur minier, il s'est créé 30% de commission. Lorsque moi j'arrive, et je sais qu'il s'est créé 30% de commission, mais je conteste. C'est ce qui se passe justement. Moi, je vais exiger 40%. Et l'opérateur, il est au bout de souffle. Il ne peut même plus investir parce que nous avons, lui et trop moi, de commissions, on a déjà pris pays, 70%. Donc, il va investir 30%. Ce n'est pas possible. Donc, c'est malheureusement ce que nous devons éviter parce que dans les jours à venir, nous aurons des problèmes pareils. Et nous aurons des problèmes pareils qui vont rebondir parce que des Congolais qui ont négocié ont plus vu on bradé l'avenir du pays, en fait. Expliquez-nous le fonds vautour, en fait. Parce que les gens, on dit que non, c'est un fonds vautour. Les gens, expliquez un peu. Le fonds vautour, c'est cette appellation. Ce n'est pas une appellation consacrée, mais ce sont des gens. Ce sont des gens des cabinets d'avocats, des hommes d'affaires, qui sont en train de chercher des dossiers litigieux, notamment auprès des pays en développement, parce que mal organisés, ils cherchent des dossiers litigieux, des marchés qui étaient passés de gré à gré, où il y a eu des bradages et qu'il y a eu par après contestation. Ils cherchent ces dossiers litigieux, ils les rachètent à vil prix et eux, ils vont réclamer le nominal. L'exemple, c'est clair. Si c'était 10 millions de dollars, ils achètent à 100 000 dollars et eux, ils vont exiger à cet État les 10 millions. C'est comme ça qu'on les appelle les fonds vautours. Et ils réussissent ils réussissent. Vous avez la preuve. Ils viennent débloquer un avion. Et donc, c'est dire que ce sont des gens, ce sont des cabinets très outillés, bien outillés, ce sont des cabinets bien informés et ils savent, parce que s'ils ont acheté à 100 000, une créance qui est de nominal 10 millions, vous voyez ce qu'ils gagnent. C'est 9 millions. Ils gagnent énormément. Donc, ils peuvent corrompre sans compter, ils peuvent gaspiller sans compter parce qu'ils savent que le retour est certain. Mais ce qui est dommage pour notre pays, c'est qu'au niveau de la Banque africaine de développement, il y a tout un service pour lutter contre les fonds vautours. C'est illégal, le fonds vautour? C'est quelque chose de légal. C'est entre la légalité et l'illégalité, ça nage entre l'éthique, la morale et... Oui, Israël. Sur cette question, d'abord, mettons-nous d'accord sur le principe. Il faut d'abord un principe. Il faut que nous apprenions à payer nos dettes. Nous avons contracté des dettes, payons-les. Donc, nous avons une dette importante, mettons des échéances, échelonnons-les, mais payons nos dettes. Parce que à la base, il y a une créance. À la base, il y a une dette. Ça veut dire que même ici, nous sommes chanceux d'ailleurs. Parce que les deux Américains
ne sont pas vraiment ils sont pas allés voir vraiment un fonds vautour. Parce qu'ici, ils exigent leur créance qui est à peu près de 10 millions d'euros et qu'on avait déjà payé 1,30 million. Donc, ils ont saisi un cabinet d'avocats. C'est-à-dire que pour eux, la créance n'était pas tellement désespérée. Vous voyez, ils ont déjà une décision de justice depuis 2007. Ils ont patienté depuis, ça fait maintenant 8 ans après, pour le solde. Et donc, ils étaient quand même plus ou moins désespérés. Et donc, vous imaginez que c'est les 10 millions augmenter des intérêts. Maintenant, si c'est un fonds vautour qui récupère, il va acheter cette créance là-bas désespérée, à prix cassé, mais il va vous demander ça à des prix très très élevés, au prix le plus fort. Ça veut dire que vous avez vu, par exemple, on avait cette affaire avec la SNEL, avec le barrage de Mobaye dans les années 80, et on vous a livré du matériel pour une valeur de 18 millions de dollars, mais en retour, je crois, 20 ans après, c'était à peu près 118 millions qu'on demandait à la SNEL. Et comment est-ce qu'on avait fait? Les fonds vautours, ils ont attaqué comment? Ils sont allés saisir les comptes de la SNEL en Afrique du Sud, parce que auprès des SCOM. Parce que la SNEL, elle exportait son courant en Afrique du Sud. Et donc on avait bloqué les comptes de la SNEL par lesquels on lui payait sa facture de courant. Donc on ne badine pas avec ces choses-là. Donc on était aussi bloqué à un moment avec les contrats chinois. Parce que les contrats chinois, à un moment, quand on a signé les accords, l'argent, ça ne vient pas dans des malles. Et puis on fait des tours avec les avions. Non, ça passe par des circuits financiers. Et donc, là aussi, les fonds vautours étaient allés bloquer. Mais c'est parce que la Chine a une clause sur l'immunité des États. Et donc, ce n'est pas passé par la Chine. Voilà. Mais on avait quand même bloqué parce qu'il fallait que les juges chinois puissent statuer. Ils avaient bloqué les transactions jusqu'à ce qu'ils ont débouté tout ça. Donc, il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Donc, les fonds vautours, ça ne badine pas. Donc, pour nous, c'est faire quoi? C'est faire en sorte que nous certifions nos dettes. Et si nous devons de l'argent aux gens, nous les payons, nous les approchons, nous leur disons, voilà, on n'est pas en mesure de vous payer telle date, on demande une décote, et voilà. Et vous élaguez cette question-là. On n'a pas d'argent, comme on le dit tout le temps. Comment on va payer ces dettes? Ces fonds vautours, ça va nous coller des années, parce qu'on nous dit qu'on n'a pas d'argent. Déjà pour organiser nos propres élections, c'est problématique. Déjà pour l'installation des nouvelles provinces, l'élection des gouverneurs s'est renvoyée sine die. Comment on va payer ces dettes-là? Tous les pays du monde peuvent s'endetter, y compris les pays les plus développés. Mais le problème, c'est le respect des engagements. Et on s'endette. Les États-Unis, c'est le pays riche le plus endetté. La France. Vous avez aujourd'hui l'exemple. Bon, la Grèce, c'est dans un... Les gens constatent. Vous n'apportez même pas votre... Parce que le problème, c'est quoi? Même si vous fouillez là-bas, nous avons ratifié aujourd'hui l'OADA. Parce que personne n'a confiance à notre justice ici. On connaît notre justice. Moi, j'ai une trace de 10 millions sur l'État. Je n'irai pas ici à la TGI ni à la Gombe. S'il vous plaît. L'OADA est là pour ça. La contrepartie congolaise. Nous-mêmes, on n'est pas sérieux. Il ne faut pas avoir l'impérialisme partout. La contre-offensive congolaise, comment ça peut se faire? La contre-offensive, elle peut pas être foudroyante, parce que c'est la négligence. Il y a des experts qui sont dépêchés sur place et nous avons appris que la semaine prochaine, l'avion va atterrir ici à Kinshasa. On a résolu le problème. Le problème est en voie d'être résolu. Et je suis convaincu que les opérateurs économiques et les opérateurs américains ont été suffisamment compréhensifs. Selon ce que j'ai appris. Mais ce qu'il faut insister, c'est ce que dit Israël. Que lorsqu'on insiste que nous devons crédibiliser notre justice, ce n'est pas pour le plaisir de le dire. Si les investisseurs avaient confiance en notre justice, c'est notre cour de Gombe ici, tribunal de commerce, qui allait connaître de l'affaire et prendre des sanctions. Et lorsque la justice prend une sanction, c'est pas seulement quand il s'agit des journalistes, on les jette en prison immédiatement. Il faut que, quand on prend des décisions sur des questions économiques, que des sanctions soient réellement appliquées. La justice décide, on cloue l'avion au sol, même si c'est un avion du gouvernement, on le cloue au sol. C'est comme ça que ça se passe et nous allons nous crédibiliser auprès des autres qui vont, au lieu d'aller à l'arbitrage, ils vont préférer le tribunal de commerce de Gombe. Vraiment quelques pour cette seconde. Une question, madame. Oui, je suis d'accord avec Israël. Je suis pour que notre justice soit une justice efficace. Parce que l'arbitrage international coûte beaucoup à la République. Il faut le respect des lois de la République. Si les contrats, par exemple, de la société Mimenko est jugé, est qualifié de léoné à l'époque, il y avait des responsables qui avaient signé ces contrats. Aujourd'hui, on qualifie cette société d'une société écran. On dit que la société ne remplissait pas des conditions à l'époque. La République peut avoir raison, la RDC peut avoir raison, mais que fait-on des individus qui ont bradé les ressources de la République du Congo? Il n'y a pas de conditions. Mais lorsqu'il faut payer, d'après la source qui a discuté avec moi, qui suit attentivement ces dossiers, qui a ordonné
lorsqu'on sait que c'est un contrat léonin et que l'État doit déposséder l'entreprise X pour entrer en possession de ces carrés miniers, mais pourquoi acceptez-vous de payer un individu qui a investi dans l'irrégularité? C'est-à-dire que vous vous sentez en quelque sorte coupable pour payer. Mais aujourd'hui, non seulement l'arbitrage, j'ai vu par exemple au Ghana, il y avait un conflit entre les Chinois et les Ghanéens en ce qui concerne l'exploitation aurifère. Donc les Chinois ne sont pas allés dans les cours internationales. On a tranché, au Ghana. Voilà, les différends a été jugé au Ghana et c'est le gouvernement ghanéen qui avait obtenu gain de cause. Donc on veut, je suis parfaitement d'accord avec Israël, que la justice nationale soit plus compétente. Mais il ne faut pas non plus oublier les lobbying qui s'exercent au niveau des juridictions. Il nous reste la fin, sinon on n'aura pas le temps. On reste seulement dans ce dossier. Le dossier Fescantum. Tu connais le dossier Fescantum? Ah oui, mais je sais. D'ailleurs, j'ai très mal au cœur de ce que vous évoquez. J'ai vu également. Alors, le climat. Quel est le crédit, toi, congolais, quel est le crédit que tu donnes à la justice congolaise? Tu vois la justice congolaise, tu remets dans tes droits, tu as 20 millions de créances sur l'État et on bloque un avion dans ce pays. Lorsque vous suivez mon regard comme bienvenue, vous avez également crédibilisons notre justice. J'ai vu par exemple l'amélioration du climat des affaires passe aussi par une justice équitable. Je me pose la question aujourd'hui dans les domaines des investissements. Je vois ce que j'ai vu par exemple ailleurs, une société comme Fescantum, des sociétés comme anglo-américaines, sociétés comme Rio Tinto, BHP Billiton. Comment expliquer que de telles sociétés puissent quitter la République démocratique du Congo, un pays nanti, pour aller s'installer en Guinée? Est-ce que la Guinée, c'est un pays plus stable que la République démocratique du Congo? C'est un scandale géologique. Je pense que nous devons faire un examen de conscience et révisiter nos certitudes. Sinon, l'émergence du pays ne sera qu'une illusion. Voilà, nous allons à Loufou, bienvenue Bakoumania, fraude douanière là-bas. Le Premier ministre lui-même est descendu sur le terrain pour voir de ses propres yeux ce qui se passe là-bas. Alors, il y aura plus coulage, nous l'espérons, par rapport à ce poste frontalier. Bon, écoutez, déjà que il y a eu des mesures qui ont été prises, mais qui ne sont pas à mon goût efficaces, qui ne seront pas efficaces, parce que moi j'attendais à ce que le Premier ministre débarque là-bas avec un nouveau personnel. Tous ceux qui étaient là-bas les renvoyer, tous ceux qui n'ont rien à voir avec un poste frontalier, les renvoyer, les remballer là où ils doivent être. De tout cela, rien n'a été fait. Mais pour moi, que le Premier ministre soit parti à ce poste frontalier, c'est une bonne chose. Ça démontre que l'État s'est réveillé, quelque part. L'État s'est réveillé. Parce que ce poste frontalier, au départ, c'était un petit marché entre deux secteurs ou deux territoires, du côté Louvou, je crois, du côté oui, et puis Loufou du côté congolais. Les deux administrateurs se sont dit, ben nos populations, ils ont des échanges, on crée un marché. Jeudi nous sommes en RDC, samedi prochain nous sommes en Angola. Et curieusement, du côté angolais, tout est impeccable. Poste frontière, personnel qualifié, bien habillé, avec du matériel. Et de notre côté, selon ce que j'ai appris hier par exemple, que notre poste frontière est situé à 300 mètres de la frontière, très loin. C'est-à-dire que les gens peuvent faufiler. Donc, nous faisons tout à la légère, dans notre pays pour qu'il y ait des occasions de coulage. Tout le monde s'arrange pour qu'on puisse mettre là. Et le Premier ministre a dit il y avait plutôt des trésors privés en lieu et place des trésors publics. Donc l'argent allait dans les trésors privés. Mais le Premier ministre a péché par le fait qu'il n'a pas sanctionné. Moi, je n'ai pas reconnu Matata Pogno dans cette affaire de Loufou. À Kassombale, ça rappelez-vous. Il est descendu, il a frappé, et tout le monde a applaudi, même si on dit par après que la fraude est revenue. Mais il a quand même donné un coup de pouce que moi j'avais personnellement salué. Je m'étais dit, c'est comme ça que l'État doit être géré. Mais à Loufou, j'ai comme l'impression que le Premier ministre est arrivé, il a fait les constats, et il est revenu en disant, continuez à frauder en attendant que je mette en place l'infrastructure pour juguler la crise. Non.
Je crois qu'il a encore temps il a de pêché. réagir rapidement. Gabi Kouba, est-ce que vous avez l'estimation de la fraude douanière dans ce poste frontalier à peu près? Combien on perd, l'État congolais perd à ce poste frontalier? Dans une opération, effacer les tableaux comme la corruption et la fraude, vous ne pouvez pas avoir des chiffres. Dès lors qu'on ne vous présente rien, tout se passe dans un flou artistique. Mais si dans la partie est du pays, les gens disent c'est l'absence de l'autorité de l'État, il y a la guerre. Et dans la partie ouest, on oublie souvent. Entre l'Angola. Le problème n'est pas là. Le problème est que l'Angola a plus travaillé. Vous savez que jusqu'en 2002, à la mort de Savimbi, l'Angola dépendait essentiellement de la République démocratique du Congo, par exemple sur les plans alimentaires. Aujourd'hui, l'Angola a beaucoup travaillé et on est passé à la contre-offensive. Et nous, comme on somnole toujours, on se rend compte que c'est un grand marché où rien n'a été organisé par l'administration. Et lorsqu'on parle de la fraude douanière, mais la présence de Matata Mponyo, oui, bienvenue l'a évoqué ici, il y a quelque temps à Kasumbalesa, on a changé de directeur, et c'est pour autant que la fraude n'existe plus à Kasumbalesa. Non, l'État a ses bras séculiers. Vous avez tous les services. Vous avez la douane, vous avez les services de renseignement, tout ça... Pas les services de renseignement. Voilà, vous avez l'OCC, on parle même des produits impropres à la consommation. Non, mais les renseignements, c'est aussi dans les domaines économiques. Ce n'est pas seulement tel a tenu une conférence de presse pour... Tu as un RDC, s'il te plaît. Il y a une ordonnance qui donne... Non, mais... Qu'est-ce que l'ANR va venir faire là? Mais voilà, c'est ce que j'ai dit. Voilà ce que j'ai dit. Il y a la DGM. Vous avez la DGM qui contrôle les mouvements migratoires. Mais lorsqu'on parle, par exemple, des passages des clandestins... Voilà, les passages des clandestins. Tout ça, l'État a ses services. Mais aujourd'hui, on se rend compte que tous les services sont présents, mais ça ne marche pas. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Matata doit-il poser la question? Pourquoi ça ne marche pas? Moi, je vais d'abord dire ceci. Bienvenue l'a dit de l'autre côté, c'est un peu. Pourquoi ça ne marche pas chez nous? En disant que... Pourtant, on a un stock de compétences. Il faut reconnaître qu'à partir de 2001, l'avènement de Joseph Kabila, on a quand même, on essaie de rentrer dans les normes en termes de gouvernance économique et même en termes de gouvernance politique. Ça veut dire qu'on fait tout. Élections, et on a un budget qu'on essaie de respecter, on a une loi des finances, bref, on est comme dans les normes, il y a une visibilité de la gouvernance. On a fait d'énormes efforts parce qu'on venait de loin. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Bienvenue, c'est seulement quand il incrimine un peu Mobutu, il laisse de côté Mouzé. Mais c'est Mouzé tous les deux. Donc Mouzé et Mobutu, c'était terrible. Donc vous avez des ministres de Mouzé, de finances qui disaient que la loi de l'offre et de la demande n'existait pas. C'est des enfantillages au gouvernement à cette époque-là. Et donc, maintenant, on est quand même entré dans le sérieux en 2001 avec Joseph Kabila, les Matungulu, le Matata, tout ça. Les Mouzito, les autres, on les Matenda, on a fait quand même du travail. On a fait quand même du travail. Alors, Loufou, ici, Loufou, c'est quoi? Loufou, c'était un petit poste frontalier. Mais on est surpris justement par de l'ampleur que ça a. On ne le prévoit jamais, nous on est toujours surpris. Loufou, c'est ça le problème avec nous. Notre structure économique à Kinshasa. Regardez dans tous les coins et recoins, vous avez des produits de Loufou, du riz, de l'huile, tout, savon, papier hygiénique, tout. Les pampers, tout provient de là. Maintenant, on ne peut pas évaluer la fraude ici, bien que nous sachions qu'il y a la fraude. Pourquoi? Parce que pour bien évaluer la fraude, il faut que toutes les marchandises passent par un canal qui soit quantifié. Est-ce qu'on peut nous dire combien de tonnes de riz on importe de Loufou? Combien de tonnes de sucre on importe de Loufou? Combien de tonnes de savon ou même d'huile on importe de Loufou? On n'a pas ces statistiques-là. C'est à partir de ces statistiques-là qu'on peut évaluer la fraude. Or, pourquoi Matata n'a pas sanctionné? Je pense que Matata n'a pas sanctionné parce qu'il a dit qu'il n'a pas encore mis les agents de l'État dans les conditions de faire leur travail. Parce que vous n'allez pas demander quand même à ces gens là-bas qui sont dépassés, parce que c'était un petit poste comme ça, ils n'ont pas de bureau, ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont pas de pont bascule. Bref, vous mettez ces gens dans les conditions. Ils n'ont pas une brigade pour sauver la frontière. Donc, vous devez mettre tous ces gens là-bas, d'abord dans les conditions de faire leur travail. Et puis, là, vous leur demandez des comptes. Et donc, Matata n'a pas voulu mettre la charrue avant le bœuf. Et il a dit justement, je commence d'abord, je prends connaissance, je vois le phénomène, et donc maintenant là, on va mettre un poste frontalier pour qu'on canalise les flux de marchandises, et après maintenant on peut demander des comptes aux gens. Mais vous n'allez pas demander des comptes aux gens tant que vous ne leur mettez pas d'abord dans les meilleures conditions de travail. Pour les services de renseignement, donc je pense que non, ici il ne s'agit pas de services de renseignement, bon sang. Peut-être c'est un lapsus, hein, c'est peut-être la DGM. C'est la DGM. Vous avez la DGM. Vous avez par exemple. Mais d'accord, ça veut dire qu'ici d'abord on demande quoi? C'est seulement que
qu'on compte les marchandises qui entrent, et Et que qu'on les marchandises qui sache, entrent là-bas, que ça paye seulement la taxe à la douane, tout simplement. Nous allons gagner du temps, oui. Nous exportons parce qu'on dit qu'il n'y a pas que... Qu'est-ce que nous apportons aux Angolais, en je fait? pense on m'a dit que les produits agricoles et certains produits, certains biens d'usines de plastique, les chaises, c'est ce que nous apportons. Oui, voilà, mais ça fait les deals des Indo-Pakistanais, parce qu'on m'a dit maintenant beaucoup de Libanais, beaucoup d'industriels congolais sont maintenant là-bas, ils exportent à Angola. Nous nous envolons vers la Chine. On s'est réveillé ce matin ou depuis hier, on parle du krach boursier chinois et on a dit que son impact est vraiment mondial. Vous avez l'impression, bienvenue Bakoumania, que la puissance économique chinoise, c'est un peu un mythe qui s'effondre aujourd'hui comme un château de cartes. Non, c'est pas un mythe. La Chine, le plus grand bailleur de fonds des États-Unis, le plus grand créancier des États-Unis, c'est la Chine. La Chine ne va pas s'effondrer aussi facilement. Et je pense même qu'en termes de fonds souverains, c'est le plus grand pays qui détient une importante capacité d'intervention. Mais qu'est-ce qui explique ce crash boursier aujourd'hui? Bon, écoutez, l'économie, les finances ont parfois des montées et des bas. Il ne faut pas croire que ça sera toujours l'embellie. Il faut toujours prévoir des moments de difficultés, des moments de chaleur, des moments de canicule. Et aujourd'hui, la Chine est en train de connaître cette période. Il y a eu le crash boursier aux États-Unis, en Occident, l'affaire subprime. Mais la Chine a également sa petite affaire subprime. Ce qu'il faut redouter, c'est les répercussions de ces crashs dans nos économies africaines. Oui, les économies africaines. Si on a été quelque peu épargné, pas très très touché par le crash boursier de 2008, pour le crash de la Chine, si on ne fait pas attention, on peut être frappé de plein fouet. On m'a déjà dit qu'en Angola, ça se fait ressentir, Gabi Kuba, par rapport au prix. Déjà, nous ici, la Chine, c'est un grand consommateur, un grand importateur du cuivre congolais. On a dit ça a baissé en fait. Il n'y a pas seulement baisse de coûts de matières premières aujourd'hui. La plupart des pays qui estimaient que les investissements chinois à travers le monde étaient une aubaine pour booster leur économie. Aujourd'hui, on se rend compte que la consommation en Chine est en train de baisser. Et par rapport à la dévaluation du yuan, parce qu'on voulait également rattraper, vous savez que la monnaie, au niveau la monnaie internationale, pour les transactions, c'est les dollars américains. Et la Chine a tenté de dévaluer. Mais aussi, il y a un économiste qui l'avait prédit depuis 2011 que la croissance de la Chine n'était pas fondée sur des bases solides. Parce que on n'a pas les citoyens chinois n'ont pas un vrai pouvoir d'achat, les citoyens n'ont pas un vrai pouvoir d'achat. Et puis aujourd'hui on vous parle de liquidité, la circulation des masses d'argent à travers le monde des opérateurs chinois, mais aussi il faut prendre ça au sérieux parce que la délocalisation aussi a apporté un élément au niveau de la Chine. Et par rapport à la crise qui frappe l'Occident, la plupart des gens qui ont investi, vous voyez le chômage aujourd'hui dans plusieurs pays, on va rapatrier des capitaux, ce qui veut dire que la Chine va souffrir. Mais nous qui dépendons des exportations des matières premières, les minerais ou encore le pétrole. Aujourd'hui, la Chine a interviewé Israël Moutala. Nous allons avoir la grippe, en fait. Oui, bien sûr, nous allons avoir la grippe parce que notre économie, d'abord, sa structure. Nous sommes une économie de rente. Nous sommes une économie qui n'est pas développée. Et donc, même quand on parle d'émergence, c'est vraiment un vrai rêve. Parce que nos recettes d'exportation sont constituées essentiellement de l'exportation du cuivre, et du cobalt, ainsi que de l'or et du pétrole. Un peu de pétrole. Or, tous les cours de matières premières s'effondrent. On m'a dit d'ailleurs le baril est à $40 aujourd'hui. Il est à 41. Il est à 41 $, ce qui fait que, il faut même voir, donc ce qui fait qu'il y a une baisse de recettes de l'État. Le cuivre est à moins de $5 000. À un moment, il avait atteint 10 000. Donc il y a la moitié de nos recettes. Le nickel, c'est 11 000. Voilà, ça part. L'or, à un moment, avait atteint 2 000. Aujourd'hui, il est à moins de 1100. 1185 $. Voilà, donc tous les cours de matières. Voilà pourquoi on vous dit que ne rêvez pas en parlant d'émergence. D'abord, ça veut dire quand vous avez une économie qui a une structure basée sur le secteur primaire, ça veut dire que vous prenez des ressources naturelles, vous les exportez, c'est pas ça le développement. Il faut d'abord atteindre le niveau de la transformation, le niveau secondaire et le niveau tertiaire. Et donc, nous ne sommes même pas encore au niveau secondaire, et même le niveau tertiaire, primaire où nous sommes encore des bébés parce que toutes nos ressources, nous ne les exploitons pas à bon escient. Et donc,
c'est ce devoir de vérité. Je crois qu'une façon et notre émission, d'abord pour savoir c'est quoi un État émergent. Ça sera vraiment la prochaine fois. La prochaine fois. Je le dis toujours. Et quels sont les critères objectifs d'un État émergent. Donc, quand bien même que vous construisez un immeuble, ça ne fait pas de vous un pays émergent. Alors, pour terminer sur la question de la Chine, alors moi je me suis en train de me demander maintenant, voilà un peu, comment est-ce que maintenant, est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle loi de finances rectificative? Parce que les prévisions du gouvernement étaient quand même câblées ou bien structurées sur un cours de matières premières assez élevé, donc autour de le cuivre, je crois, autour de 6 000, l'or 7 500. Donc voilà, le cadrage macroéconomique se trouve un peu perturbé. Et donc, où est-ce que maintenant on coupe? Comment est-ce qu'on coupe? Il y aura des coupes budgétaires. Il y a des coupes budgétaires. Voilà, mais les frictions qu'il y a eu entre le Premier ministre et Obemina et le président de l'Assemblée nationale, ça découle aussi de ça parce qu'on voulait l'austérité chez les parlementaires. Voilà, il y a tout ça. Donc, et ils n'aiment pas qu'on touche à leur émolument. Donc c'était une question vraiment importante. Donc nous sommes vraiment dans la tourmente et donc l'avenir est très sombre. Donc le Premier ministre a parlé dans un de ses ouvrages de résilience économique. Notre résilience qui a été chantée sera bientôt mise à l'épreuve si la chute des cours des matières premières se poursuit. Donc vivement la diversification de notre économie, vivement justement l'attraction de plusieurs investisseurs pour que nous puissions développer nos infrastructures, l'énergie, les voies de communication. Voilà, nous sommes à la fin. Patrick, c'est ça la télé. Vraiment, terminé. J'y peux rien. Si au moins j'avais le potentiel, j'allais rajouter quelques... Comment vous dites chiffres, quelques signes. Mais là, je peux pas ajouter les signes. C'est la télé c'est le temps. En tout cas, merci à vous, les compétences de mon pays, d'avoir répondu présent à cette émission qui était vraiment essentiellement économique. J'aime aussi deux fois mettre l'accent sur l'économie puisque l'économie et la politique vont de pair. Nous sentons aujourd'hui les frictions qu'il y a entre Matata Ponyo et Obemina. Quand l'économie et la politique s'affrontent, c'est que les deux vont de pair. Il faut que l'économie soit bien pour que la politique y aille aussi et vice-versa. Donc, merci à Bienvenue Bakoumania, à Gabi Kouba et à Israël Moutala. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Et bien, la semaine prochaine, nous répondrons peut-être avec la politique. Nous laissons un peu dormir. Nous glissons un peu avec l'économie cette semaine. Et nous nous retrouverons avec le même plaisir le mercredi prochain. Inch'Allah.